La Bretagne garde ses secrets comme elle garde ses morts, enfouis sous la brume, sous les pierres moussues, sous les racines anciennes des forêts qui bordent le Morbihan. Novembre 1992, le vent souffle depuis l'océan, portant avec lui cette humidité salée qui pénètre les os, qui colle aux vêtements, qui transforme chaque crépuscule en un tableau gris et mélancolique. C'est dans ce décor que Léa Morvan a disparu, avalée par la nuit bretonne comme tant d'autres histoires que personne ne raconte. Ce soir-là, le samedi 14 novembre, Léa avait 24 heures de liberté devant elle. Pas de cours le dimanche, pas d'examens immédiats, juste une soirée entre amis dans la vieille ferme rénovée de Thomas Kerdreux, à quelques kilomètres de Saint-Malo de Baignon. Une dizaine d'étudiants, de la musique rock diffusée par une chaîne hi-fi crachotante, des bougies posées sur les rebords des fenêtres, du cidre brut servi dans des gobelets en plastique. Rien d'exceptionnel. Une soirée comme il y en avait des dizaines chaque week-end dans les campagnes bretonnes où les jeunes cherchaient à échapper à l'ennui des petites villes et à la grisaille de novembre. Léa était arrivée vers 20 heures, seule, au volant de sa Peugeot 205 blanche cabossée. Elle s'était garée le long du chemin, sous un vieux chêne dont les branches nues griffaient le ciel nocturne. Ses amis se souviennent qu'elle portait son pull bleu marine préféré, celui avec les manches un peu trop longues, qu'elle aimait remonter sur ses poignets. Son appareil photo Pentax pendait à son cou, comme toujours. Léa photographiait tout, les visages, les rires, les détails que personne d'autre ne remarquait. Une tasse de café oubliée sur un rebord de fenêtre. La fumée d'une cigarette qui monte en spirale, les mains qui se frôlent. Vers 23h30, elle a enfilé son manteau. Mathilde Prigent, sa meilleure amie depuis le lycée, lui a demandé si elle voulait qu'on la raccompagne. Léa a souri, a secoué la tête. « Ça va aller, j'ai besoin de prendre l'air. » C'était tout à fait elle, cette manière de s'éclipser discrètement, sans faire de vagues. Mathilde l'a regardé s'éloigner sur le chemin de terre, sa silhouette avalée peu à peu par l'obscurité épaisse. Les lumières de la ferme éclairaient encore faiblement les premiers mètres, puis plus rien. Juste le noir, le vent dans les branches, et le bruit lointain de la musique qui s'estompait. Léa Morvan n'est jamais rentrée chez elle cette nuit-là. Le dimanche matin, vers 10 heures, ses parents ont commencé à s'inquiéter. Anne et Michel Morvan habitaient une petite maison en pierre à Pleucaduc, à 25 kilomètres de là. Léa leur avait dit qu'elle rentrerait tard, mais pas qu'elle ne rentrerait pas. À midi, Anne a appelé Mathilde. La jeune fille a répondu d'une voix ensommeillée, surprise. « Quoi? Non, elle est partie hier soir vers 11h30. Elle devait rentrer directement. » Un silence. Puis Mathilde a ajouté, la voix tremblante. « Elle n'est pas chez vous ?» À 14h, Michel Morvan a appelé la gendarmerie de guerre. Le brigadier-chef Yves Le Goff a pris la déposition, son stylo-bille griffonnant sur un formulaire jauni. Une jeune fille de 19 ans, disparue depuis moins de 24 heures. Elle a peut-être dormi chez un ami, a-t-il suggéré avec un haussement d'épaule. Vous savez comment sont les jeunes. Mais Anne Morvan a insisté, la voix brisée. Pas Léa. Elle aurait appelé. Elle aurait prévenu. Le gendarme a promis de lancer des recherches si elle ne réapparaissait pas dans la soirée. Léa n'est pas réapparue. Le lundi matin, une équipe de gendarmes a commencé à fouiller les alentours de la ferme de Thomas Kerdreux. Des champs boueux, des haies impénétrables, des fossés remplis d'eau stagnante. Les amis de Léa ont été interrogés un par un. Tous ont raconté la même chose. Elle était calme, souriante, normale. Personne n'avait remarqué quoi que ce soit d'étrange. Personne ne l'avait vue parler à un inconnu. Personne ne l'avait vue monter dans une voiture. La Peugeot 205 blanche a été retrouvée le mardi après-midi, garée exactement là où Léa l'avait laissée, sous le vieux chêne. Les clés étaient encore sur le contact. Son sac à main était posé sur le siège passager, intact. Portefeuille, papier d'identité, rouge à lèvres, paquet de chewing-gum. Tout était là, sauf Léa, et sauf son appareil photo. Les jours ont passé dans une angoisse silencieuse.
Les parents de Léa ont placardé des affiches dans tous les villages du Morbihan. On y voyait son visage souriant, ses yeux noisettes pleins de vie, et cette phrase simple « Avez-vous vu Léa Morvan, disparue le 14 novembre 1992, contactez la gendarmerie de guerre ». Les journaux locaux ont relayé l'information. Ouest France a consacré un article en page 3, puis un autre, puis plus rien. L'actualité passe vite. Les disparitions aussi. Mais le mercredi 25 novembre, 11 jours après la disparition, un promeneur a fait une découverte qui allait tout changer. Alain Conan, retraité de 58 ans, avait l'habitude de marcher dans les bois autour de l'étang de Monteneuf, à 8 kilomètres au nord de la ferme. Ce matin-là, il longeait la rive boueuse quand son chien, un labrador nommé Rex, s'est mis à aboyer près d'une grosse pierre plate au bord de l'eau. Alain s'est approché, intrigué. Et là, posé délicatement sur la pierre, comme si quelqu'un l'avait déposé avec soin, il y avait un appareil photo argentique. Un Pentax Me Super, noir et argent, légèrement humide mais intact. Alain a immédiatement compris. Il avait vu les affiches. Il a appelé la gendarmerie depuis la cabine téléphonique du village. 2 heures plus tard, le commandant Erwan Jégou, responsable de l'enquête, tenait l'appareil entre ses mains gantées. C'était bien celui de Léa. Anne Morvan l'a confirmé en pleurant. Elle reconnaissait la petite rayure sur le boîtier, la lanière en cuir usée. Mais pourquoi cet appareil était-il là, à 8 kilomètres de la ferme? Léa était-elle venue ici? Avait-elle fui quelque chose, quelqu'un? Ou bien quelqu'un avait-il amené l'appareil ici, après? Jégou a fait développer la pellicule en urgence. 24 clichés. Les premiers montraient la soirée chez Thomas, des visages rieurs, des verres levés, des bougies tremblotantes, puis des photos de la campagne bretonne, prises dans les jours précédents, des vaches dans un pré, un vieux calvaire en granit, une fenêtre embuée, et puis tout à la fin, la 24e photo, une image floue, prise dans l'obscurité presque totale. On distingue à peine un visage masculin, éclairé de biais, peut-être par une lampe de poche ou un phare de voiture. Un homme jeune, la trentaine peut-être, les traits durs, les cheveux courts. Il regarde droit vers l'objectif, les yeux mi-clos, comme surpris par le flash. Derrière lui, on devine des arbres, une masse sombre. Impossible de reconnaître le lieu, impossible de reconnaître l'homme. Cette photo a hanté Erwan Jégou pendant des années. Qui était cet homme? Pourquoi Léa l'avait-elle photographié? Était-ce avant ou après la soirée? La pellicule était pleine, donc c'était forcément après qu'elle ait quitté la ferme. Mais où et dans quelles circonstances le flash avait-il été déclenché intentionnellement ou par accident dans une lutte? Les techniciens ont analysé le cliché pendant des semaines. Ils ont tenté d'améliorer la résolution, d'identifier des détails, de localiser la scène. Rien. L'homme restait un fantôme. Les arbres, indistincts. La lumière, indéchiffrable. Jégou a diffusé la photo dans les journaux, à la télévision régionale. Si vous reconnaissez cet homme, contactez-nous. Des dizaines d'appels sont arrivés. Des fausses pistes, des délires, des accusations sans fondement. Un homme ressemblant à la photo a été interrogé à Vannes. Il avait un alibi en béton. Il était en déplacement professionnel à Paris le 14 novembre. Un autre suspect, à Lorient, a été innocenté après vérification. Le visage était trop flou, trop commun, trop anonyme. Pendant ce temps, les recherches sur le terrain se sont intensifiées. Les gendarmes ont fouillé les bois autour de l'étang, sondé les fossés, dragué l'eau trouble. Des chiens pisteurs ont été déployés. Ils ont perdu la trace à quelques centaines de mètres de la pierre où l'appareil avait été trouvé, comme si Léa s'était volatilisée dans l'air humide de novembre. Les semaines sont devenues des mois. L'hiver breton a recouvert la campagne d'un manteau de pluie glacée et de brouillard. Anne et Michel Morvan ont continué à espérer, à prier, à attendre. Chaque coup de téléphone faisait battre leur cœur. Chaque voiture qui ralentissait devant chez eux les faisait se précipiter à la fenêtre. Mais Léa ne revenait pas. En février 1993, l'enquête a été classée sans suite. Pas de corps,
Pas de preuves, pas de suspect. Juste une jeune fille disparue dans la nuit, un appareil photo abandonné au bord d'un étang et une photo floue d'un homme inconnu. Erwan Jégou a rangé le dossier dans une armoire métallique de la gendarmerie, avec cette sensation amère de l'échec qui colle à la peau des enquêteurs quand un cold case s'enlise dans l'oubli. Mais il n'a jamais oublié, pas vraiment. Les années ont passé. Léa Morvan est devenue une légende locale, une histoire que les anciens racontent aux jeunes pour leur rappeler de ne jamais marcher seule la nuit. Anne Morvan est morte en 2008 d'un cancer, le cœur brisé par l'absence. Michel a suivi en 2015, emporté par un AVC. Ils n'ont jamais su ce qui était arrivé à leur fille. Mathilde Prigent, la meilleure amie, a déménagé à Nantes, où elle est devenue professeure de français. Elle pense encore à Léa chaque 14 novembre, allume une bougie, pose une photo sur sa table de nuit. Et puis, en 2023, tout a basculé. Le commandant Jégou avait pris sa retraite en 2017, mais il n'avait jamais vraiment quitté l'enquête. Dans son garage, il gardait des copies du dossier, des tirages de la fameuse photo, des notes manuscrites. Parfois, tard le soir, il ressortait tout ça, allumait une lampe et fixait le visage flou de l'homme inconnu. « Qui es-tu, bordel ?» murmurait-il dans le silence. En avril 2023, il a appris qu'une nouvelle technologie d'intelligence artificielle permettait d'améliorer considérablement la résolution des photos anciennes. Des logiciels capables de reconstruire les détails perdus, de clarifier les visages flous. Il a contacté un ancien collègue encore en service, le capitaine Solène Kervella, qui travaillait désormais à la section scientifique de Rennes. « Solène, j'ai besoin de toi. Je sais que ça fait 30 ans, mais il faut qu'on essaye. » Kervella a accepté. Elle aussi connaissait l'histoire de Léa Morvan. Elle avait 12 ans en 1992. Elle se souvenait des affiches placardées partout dans le Morbihan. Elle a pris la photo originale, l'a numérisée en haute définition, l'a soumise aux algorithmes les plus récents. Le résultat est arrivé 3 semaines plus tard. Le visage de l'homme était désormais net, incroyablement net. On distinguait ses traits avec précision. Une mâchoire carrée, un nez légèrement de travers, une cicatrice fine au-dessus de l'arcade sourcilière gauche. Un visage banal, mais identifiable, reconnaissable. Kervella a lancé une recherche dans la base nationale de reconnaissance faciale. Quelques heures plus tard, une correspondance est apparue. 87% de probabilité. Le système indiquait un nom, Patrick Jaouen, né le 3 mars 1961 à Auray, 52 ans en 1992. Pas de casier judiciaire à l'époque, aucun lien connu avec Léa Morvan. Jégou a senti son sang se glacer en lisant le nom. Patrick Jaouen. Il connaissait ce nom. Tout le monde dans le Morbihan connaissait ce nom. Patrick Jaouen était devenu en 30 ans un notable respecté. Propriétaire d'une entreprise de travaux publics prospère basée à Vannes, membre du conseil municipal de Pleumeur, bénévole pour plusieurs associations caritatives. Marié, 3 enfants, une belle maison avec vue sur le golfe. Un homme discret, poli, apprécié. Personne n'aurait imaginé qu'il puisse être lié à une disparition vieille de plus de 3 décennies. Mais il y avait autre chose. En fouillant dans les archives, Kervella a découvert que Patrick Jaouen habitait en 1992 à Saint-Jean-Brévelay, à moins de 15 kilomètres de la ferme où Léa avait disparu. Et le 14 novembre 1992, il avait 31 ans. Exactement l'âge estimé de l'homme sur la photo. Jégou et Kervella se sont regardés, incrédules. 30 ans après, une piste, une vraie piste. Mais pourquoi Léa avait-elle photographié cet homme? Que s'était-il passé cette nuit-là? Et surtout, où était le corps? Les questions tourbillonnaient dans l'esprit de Jégou comme les feuilles mortes dans le vent de novembre. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser passer cette chance. Pas maintenant, pas après toutes ces années. « On va le retrouver », a murmuré Jégou en fixant la photo reconstituée. « On va savoir. Et vous ? Si vous aviez été enquêteur sur cette affaire, qu'auriez-vous fait à ce moment-là? Dites-le-moi en commentaire.
Le printemps 2023 avait ramené la lumière sur la Bretagne, mais pas sur l'affaire Léa Morvan. Pas encore. Dans le bureau exigu de Solène Kervella, au 2e étage de la gendarmerie de Rennes, des dizaines de documents s'empilaient sur la table. Photographies agrandies, rapports jaunis par le temps, témoignages retranscrits à la machine à écrire dans les années 90. Tout ce qui restait d'une jeune fille avalée par la nuit. Erwan Jégou, 68 ans maintenant, les cheveux argentés et les mains marquées par l'âge, s'était installé en face de Kervella. Entre eux, sur l'écran d'ordinateur, le visage reconstitué de Patrick Jaouen les fixait comme un reproche silencieux. Cette cicatrice au-dessus du sourcil, ce regard dur, cette bouche serrée. Pendant 30 ans, cet homme avait vécu sa vie tranquillement, avait construit une entreprise, une famille, une réputation. Pendant 30 ans, les parents de Léa avaient attendu, espéré, pleuré. Et lui, il avait continué. « Il faut qu'on soit sûr », a dit Kervella en croisant les bras. Une reconnaissance faciale à 87%, c'est solide, mais pas infaillible devant un tribunal. On ne peut pas débarquer chez un notable de Pleumeur avec juste ça. Jégou a hoché la tête, les mâchoires crispées. « Je sais, mais maintenant qu'on a son nom, on peut reconstruire. Vérifier où il était cette nuit-là. Voir s'il y a des incohérences dans son emploi du temps. Parler aux gens qui le connaissaient à l'époque. » Kervella a ouvert un dossier numérique. J'ai déjà lancé des recherches préliminaires. En novembre 1992, Patrick Jaouen avait 31 ans, comme tu l'as dit. Il travaillait comme contremaître pour une entreprise de BTP à Vannes. Célibataire à l'époque, il louait un petit appartement à Saint-Jean-Brévelay. Pas de condamnation, pas de plainte, rien. Un type normal apparemment. Les monstres ont souvent l'air normaux, a murmuré Jégou. Ils ont décidé de procéder avec prudence. Pas d'arrestation immédiate, pas de confrontation brutale. D'abord, vérifier les faits, rassembler les preuves, comprendre. Le procureur de la République de Vannes, maître Loïc Kemener, a donné son feu vert pour une enquête discrète. « Mais attention !» a-t-il averti au téléphone. « Jaouen est connu, respecté. Si vous vous trompez, ça va faire du bruit. » Le 12 mai 2023, Kervella et un jeune lieutenant, Yann Tréguier, se sont rendus à Saint-Jean-Brévelay pour interroger d'anciens voisins de Jaouen. La plupart avaient déménagé ou étaient décédés, mais quelques-uns se souvenaient encore de lui. Madame Goulven, une retraitée de 75 ans qui tenait autrefois l'épicerie du village, a accueilli les gendarmes dans son salon, encombré de bibelots. Elle a servi du café brûlant dans des tasses en porcelaine. Patrick Jaouen? Bien sûr que je m'en souviens. Un jeune homme discret, poli. Il achetait toujours du pain et du lait le matin. Jamais de problème. Elle a froncé les sourcils. Pourquoi vous me posez des questions sur lui après tout ce temps? Kervella a souri, évasive. Une vieille affaire qu'on rouvre, routine. Vous vous souvenez s'il avait des amis, une petite amie? Madame Goulven a réfléchi, les yeux perdus dans le passé. Il était plutôt solitaire, je dirais. Il ne sortait pas beaucoup. Parfois, je le voyais partir tôt le matin avec sa camionnette pour le travail. Il rentrait tard. Un silence. Mais il y a eu cette période, fin 92, où il semblait nerveux. Oui, nerveux. Je me souviens qu'il avait arrêté de venir à l'épicerie pendant quelques semaines. Quand il est revenu, il avait maigri. Il avait l'air fatigué. Le cœur de Kervella s'est accéléré. Fin 92, vous dites? Vous vous souvenez du mois? Oh, c'était après la Toussaint, je crois. Novembre, peut-être décembre. Oui, novembre, parce qu'il faisait déjà très froid. Exactement au moment de la disparition de Léa. Kervella a noté soigneusement. Et après, comment était-il? Il est redevenu normal, enfin presque. Il a déménagé quelques mois plus tard, au printemps 93. Il m'a dit qu'il avait trouvé un meilleur travail à Vannes. On ne s'est plus revu. En sortant de chez Madame Goulven, Kervella a échangé un regard avec Tréguier. Nerveux en novembre 92, disparaît pendant quelques semaines, puis déménage. C'est cohérent. Trop cohérent.
a répondu Tréguier. Ils ont continué à creuser. L'entreprise pour laquelle Jaouen travaillait en 1992 avait fermé depuis longtemps, mais ils ont retrouvé d'anciens collègues. Un certain Philippe Cadalen, aujourd'hui à la retraite à Auray, se souvenait vaguement de Patrick. Un bon ouvrier, sérieux, mais il ne parlait pas beaucoup. Cadalen a marqué une pause. Attendez, il y a eu cette histoire bizarre. En novembre 92, Patrick a pris une semaine de congé sans prévenir. Ça ne lui ressemblait pas. Le patron était furieux. Quand Patrick est revenu, il a dit qu'il avait eu un problème familial, mais personne n'y a vraiment cru. Pourquoi ? A demandé Kervella. Parce qu'il n'avait pas de famille proche. Ses parents étaient morts depuis des années. Pas de frères, pas de sœurs. Alors quel problème familial ? Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, lentement, douloureusement. Jaouen avait disparu de la circulation exactement au moment où Léa Morvan avait été portée disparue. Il était nerveux, absent, changé, puis il avait déménagé comme pour tourner la page, comme pour fuir quelque chose, mais il manquait encore la preuve directe, le lien irréfutable, le corps. Jégou, lui, avait une autre intuition. L'appareil photo, a-t-il dit un soir en buvant un verre de cidre dans un café de Vannes avec Kervella. Pourquoi il l'a laissé là, au bord de l'étang? Ce n'est pas logique. S'il voulait faire disparaître Léa, pourquoi ne pas détruire l'appareil? Pourquoi le poser soigneusement sur une pierre? Kervella a réfléchi. Peut-être qu'il ne savait pas qu'elle l'avait photographié. Peut-être qu'il a pris l'appareil après ce qui s'est passé. Il a regardé dedans, n'a rien vu d'inquiétant dans le noir, et l'a abandonné. Ou alors, a ajouté Jégou lentement, il voulait qu'on le trouve. Pas tout de suite, mais un jour, comme un jeu. Un défi. Tu penses qu'il est de ce genre-là? Je ne sais pas, mais 30 ans après, il vit tranquillement. Il se croit intouchable. Les gens comme ça, parfois, ils aiment laisser des indices, juste pour prouver qu'ils sont plus malins que nous. En juin 2023, Kervella a obtenu l'autorisation de placer Patrick Jaouen sous surveillance discrète. Pendant 3 semaines, des enquêteurs en civil ont suivi ses déplacements, écouté ses conversations téléphoniques avec mandat judiciaire, analysé ses habitudes. Rien de suspect. Jaouen menait une vie exemplaire. Il se levait à 6 heures, partait travailler, rentrait le soir, dînait avec sa femme Martine, regardait les informations. Le dimanche, il jardinait. Le mercredi, il jouait aux cartes avec des amis au café de Pleumeur. Mais un détail a attiré l'attention de Kervella. Chaque année, mi-novembre, Jaouen partait seul pour une journée entière. Il disait à sa femme qu'il allait se promener en forêt, pour prendre l'air. Martine trouvait ça étrange, mais elle ne posait pas de questions. C'était devenu une routine. 30 ans de routine. « Où va-t-il » a demandé Jégou. Kervella a montré une carte sur l'écran. On a suivi son portable en novembre dernier. Il est allé dans les bois autour de l'étang de Monteneuf. Exactement là où l'appareil photo a été retrouvé. Le silence s'est installé dans la pièce, un silence lourd, écrasant. Il retourne sur les lieux, a murmuré Jégou. Il retourne voir. Où se recueillir, a ajouté Kervella d'une voix blanche. Il savait maintenant qu'il fallait agir. Mais comment? Arrêter Jaouen sans preuve matérielle risquait de faire capoter toute l'enquête. Ils avaient besoin d'un aveu, ou d'un corps. Idéalement, les deux. Le 3 juillet 2023, Kervella et Jégou ont décidé de tenter une approche directe. Ils se sont rendus au siège de l'entreprise de Jaouen, à Vannes, un bâtiment moderne en verre et béton. La réceptionniste leur a indiqué le bureau du patron, au 2e étage. Jaouen les a reçus avec un sourire cordial, leur a serré la main, leur a proposé du café. Il portait un costume gris impeccable, une cravate bleu marine. Ses cheveux grisonnaient aux tempes. Ses yeux étaient calmes, presque bienveillants. « Commandant Jégou, capitaine Kervella, que puis-je faire pour vous ?» a-t-il demandé en s'asseyant derrière son bureau en chêne massif. Jégou a posé une photo sur le bureau. La photo originale, floue, prise par Léa en 1992. « Vous reconnaissez cette image ?»
Jaouen a jeté un coup d'œil, a froncé les sourcils. Non, pourquoi? Kervella a posé une deuxième photo à côté, la version améliorée par intelligence artificielle. Le visage net, identifiable, le visage de Jaouen en 1992. Le silence a duré une éternité. Jaouen a pâli légèrement, mais il s'est ressaisi presque immédiatement. Je ne comprends pas. C'est censé être moi? C'est vous, a dit Jégou calmement. Cette photo a été prise par Léa Morvan dans la nuit du 14 novembre 1992, juste avant qu'elle ne disparaisse. Jaouen a secoué la tête, les mains jointes sur le bureau. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je ne connaissais pas cette fille. Je n'étais pas là cette nuit-là. Où étiez-vous alors? Chez moi, à Saint-Jean-Brévelay. Je dormais. Personne pour le confirmer? Je vivais seul à l'époque. Kervella s'est penché en avant. Monsieur Jaouen, nous avons des témoignages qui vous placent dans un état nerveux, absent, changé, exactement au moment de la disparition de Léa. Vous avez pris une semaine de congé sans prévenir. Vous avez déménagé peu après. Et chaque année, mi-novembre, vous retournez seul dans les bois de Monteneuf. Exactement là où l'appareil photo de Léa a été retrouvé. Le visage de Jaouen s'est durci. Vous me surveillez? Nous enquêtons, a répondu Jégou, sur un meurtre vieux de 30 ans. Léa Morvan n'a jamais été déclarée morte. C'est une disparition, pas un meurtre. Pour l'instant, Jaouen s'est levé brusquement. Je pense que cet entretien est terminé. Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à mon avocat. Il leur a tendu une carte de visite. Maître Rosen Lecorre, avocate pénaliste à Rennes. Jégou a pris la carte, l'a glissée dans sa poche. On se reverra, monsieur Jaouen. En sortant du bâtiment, Kervella a soufflé entre ses dents. Il sait qu'on le tient, il va se préparer. Ou craquer, a dit Jégou. Ils avaient raison sur un point. Jaouen était ébranlé. Dans les jours qui ont suivi, la surveillance a montré des signes d'anxiété. Il fumait davantage. Il dormait moins. Il avait des conversations tendues au téléphone avec son avocate. Le 15 juillet, il a annulé plusieurs rendez-vous professionnels. Le 18, il a demandé à sa femme de partir quelques jours chez leur fille à Quimper. « J'ai besoin d'être seul », a-t-il dit. Kervella sentait que quelque chose se préparait. « Il va faire un mouvement, j'en suis sûr. » Le 21 juillet 2023, à 5 heures du matin, Jaouen est monté dans sa voiture et a pris la route. Les enquêteurs l'ont suivi à distance. Direction, les bois de Monteneuf. Il s'est garé sur un petit chemin forestier, a marché pendant une vingtaine de minutes, une lampe torche à la main. Puis il s'est arrêté devant un gros rocher moussu, près d'un ruisseau asséché. Il s'est agenouillé. Il est resté là, immobile, pendant près d'1 heure. Kervella, caché derrière un arbre à une 50aine de mètres, a senti son cœur battre à tout rompre. Il nous montre l'endroit. Quand Jaouen est reparti, l'équipe a attendu qu'il soit loin. Puis ils se sont approchés du rocher. Kervella a appelé immédiatement les techniciens de la gendarmerie, les chiens spécialisés dans la recherche de restes humains. En fin de matinée, les chiens ont donné l'alerte. Sous le rocher, à près d'1 mètre de profondeur, les pelleteuses ont découvert des ossements humains, un squelette presque complet, enveloppé dans une bâche en plastique décomposé. Les analyses ADN ont pris 3 semaines. Mais tout le monde savait déjà. C'était elle, Léa Morvan. Enfouie là depuis 31 ans, à quelques centaines de mètres de l'endroit où son appareil photo avait été retrouvé. Le 10 août 2023, à 6 heures du matin, une dizaine de gendarmes ont encerclé la maison de Patrick Jaouen à Pleumeur. Erwan Jégou a frappé à la porte. Jaouen a ouvert en pyjama, les yeux cernés. Il n'a pas résisté. Il n'a rien dit. Il a simplement baissé la tête pendant qu'on lui passait les menottes. « Patrick Jaouen, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Léa Morvan. » Les voisins, réveillés par le bruit des sirènes, regardèrent la scène, incrédules. « Patrick? Leur Patrick? Impossible. » Au commissariat de Vannes, pendant 48 heures, Jaouen a gardé le silence. Pas un mot, pas un aveu.
Son avocate répétait qu'il n'y avait aucune preuve directe, que la présence du corps ne prouvait rien, que son client niait toute implication. Mais le 12 août, à 22 heures, quelque chose s'est brisé en lui. Peut-être la fatigue, peut-être le poids de 30 ans de secret. Il a demandé à parler à Jégou, seul à seul. Jégou est entré dans la salle d'interrogatoire, s'est assis en face de lui. Jaouen avait vieilli de 10 ans en 2 jours. Ses mains tremblaient. « Je veux que ça s'arrête », a-t-il murmuré. « Alors parlez. » Et Patrick Jaouen a commencé à raconter. Qu'auriez-vous ressenti à la place de Jégou en entendant enfin la vérité après 30 ans de silence? Dites-le-moi en commentaire. La salle d'interrogatoire sentait le café froid et la sueur. Une petite pièce au mur gris, éclairée par un néon blafard qui bourdonnait faiblement. Erwan Jégou s'était assis en face de Patrick Jaouen, les mains posées à plat sur la table métallique. Entre eux, un enregistreur numérique clignotait en rouge. Dehors, la nuit d'août était douce, presque tiède, mais ici, dans cette pièce sans fenêtre, le temps semblait suspendu, figé dans l'attente d'une vérité qui avait mis 31 ans à remonter à la surface. Jaouen avait le regard vide, les épaules affaissées. Il ressemblait à un homme qui venait de courir un marathon et qui s'effondrait enfin, épuisé, incapable de faire un pas de plus. Ses lèvres tremblaient légèrement. Ses mains, posées sur ses genoux, se tordaient l'une contre l'autre. « Je veux que ça s'arrête », a-t-il répété d'une voix éraillée. Jégou n'a rien dit, il a simplement attendu. 30 ans de patience ne se terminent pas dans la précipitation. Jaouen a fermé les yeux un instant, comme pour rassembler le courage de dire ce qu'il avait enfoui au plus profond de lui-même pendant toutes ces années. Puis il a ouvert la bouche, et les mots ont commencé à sortir, lentement, douloureusement, comme du sang d'une blessure trop longtemps refermée. Je ne voulais pas la tuer. Ces 6 mots ont résonné dans la pièce comme un coup de feu. Jégou a senti sa gorge se serrer. Après toutes ces années, après tous ces mensonges. « Continuez », a-t-il dit d'une voix calme, presque douce. Jaouen a inspiré profondément. Cette nuit-là, le 14 novembre, je rentrais chez moi. J'avais passé la soirée à Vannes, chez un ami. On avait bu quelques bières. Rien de fou. Vers minuit, j'ai pris la route pour rentrer à Saint-Jean-Brévelay. Il faisait noir, très noir. Vous vous souvenez de ces nuits de novembre en Bretagne, le brouillard, l'humidité. On ne voyait rien à 3 mètres. Il a marqué une pause, les yeux perdus dans le vide. J'arrivais près de Monteneuf quand j'ai vu une silhouette sur le bas-côté, une jeune fille. Elle marchait seule le long de la route. J'ai ralenti. Je me suis dit qu'elle avait peut-être besoin d'aide, qu'elle s'était perdue, qu'elle avait une panne. Alors je me suis arrêté. Jégou écoutait, immobile. Chaque mot s'imprimait dans sa mémoire. J'ai baissé ma vitre, je lui ai demandé si tout allait bien. Elle m'a regardé, surprise. Elle avait l'air fatiguée, frigorifiée. Elle m'a dit qu'elle rentrait d'une soirée, qu'elle avait quitté la fête plus tôt, qu'elle voulait marcher un peu avant de reprendre sa voiture. Je lui ai proposé de la raccompagner. Elle a hésité. Elle m'a dit que sa voiture n'était pas loin, qu'elle pouvait y aller à pied. Mais il pleuvait, le vent soufflait. J'ai insisté, juste pour lui éviter de se mouiller. Il a dégluti péniblement. Elle a fini par accepter. Elle est montée dans ma camionnette. Jégou sentait la rage monter en lui, mais il gardait son visage neutre, professionnel. Et ensuite, on a roulé. Elle m'a indiqué la direction. On a parlé un peu. Elle était étudiante, elle m'a dit « à Rennes ». Elle aimait la photographie. Elle était gentille, souriante. La voix de Jaouen s'est brisée. Et puis je ne sais pas ce qui m'a pris. Le silence s'est installé, lourd, suffocant. « Quoi ?» a demandé Jégou, la mâchoire serrée. J'ai commencé à lui parler de moi, de ma solitude, de ma vie merdique. Je lui ai dit que j'aimais bien discuter avec elle, que ça me faisait du bien, et je lui ai proposé de venir boire un café chez moi, juste un café, pour continuer la discussion. Il a secoué la tête. Elle a refusé, poliment, mais fermement. Elle m'a dit qu'elle devait rentrer,
qu'elle était fatiguée, qu'on approchait de sa voiture. Jaouen a marqué une longue pause, les larmes aux yeux. Mais je n'ai pas voulu. Je n'ai pas voulu qu'elle parte. J'ai dépassé l'endroit où était sa voiture. Elle a commencé à s'inquiéter. Elle m'a demandé où j'allais. J'ai continué à rouler. Elle a essayé d'ouvrir la portière. J'ai accéléré. Elle s'est mise à crier, à me supplier de la laisser sortir. Les mains de Jégou se sont crispées sur la table. Vous l'avez emmenée où? Dans les bois de Monteneuf. Il y avait un vieux chemin forestier que je connaissais, là où je faisais parfois des travaux pour l'entreprise. Je me suis garé. Elle pleurait. Elle me suppliait. Elle m'a dit qu'elle ne dirait rien, qu'elle voulait juste rentrer chez elle. Sa voix s'est éteinte, presque complètement. Je lui ai dit de se calmer, que je ne lui voulais pas de mal, que je voulais juste qu'elle reste un peu avec moi, qu'on parle. Mais elle ne voulait pas, a dit Jégou, la voix froide comme l'acier. Non, elle a essayé de s'enfuir. Elle a ouvert la portière et elle a couru dans les bois. J'ai couru après elle, je l'ai rattrapée, on s'est battu, elle griffait, elle criait. J'ai essayé de la calmer. Il a fermé les yeux, les larmes coulant sur ses joues. Et puis j'ai serré, mes mains autour de son cou. Juste pour qu'elle arrête de crier, juste pour qu'elle se taise. Le silence qui a suivi était insoutenable. « Combien de temps ?» a demandé Jégou d'une voix blanche. Je ne sais pas. Quelques minutes. Peut-être moins. Quand j'ai lâché, elle ne bougeait plus. Elle ne respirait plus. Jaouen sanglotait maintenant, le visage dans les mains. Je ne voulais pas. Je le jure. Je ne voulais pas. Jégou a dû mobiliser toute sa force pour ne pas exploser. Pour ne pas se lever et frapper cet homme qui pleurait devant lui. Cet homme qui avait étranglé une jeune fille de 19 ans parce qu'elle refusait de lui tenir compagnie. Cet homme qui avait volé une vie entière, brisé une famille, laissé des dizaines de personnes dans le désespoir pendant plus de 3 décennies. « Et l'appareil photo ?» a-t-il demandé après un long silence. Jaouen a reniflé, s'est essuyé les yeux. Quand elle a essayé de s'enfuir, elle avait son appareil autour du cou. À un moment, il est tombé par terre. Je l'ai ramassé après, je ne savais pas quoi en faire. Je l'ai ouvert. Il y avait une pellicule dedans, mais je ne pouvais pas la développer. Je ne savais pas ce qu'il y avait dessus. Alors je l'ai emporté avec moi. Pourquoi ne pas l'avoir détruit? J'allais le faire, mais quelque chose m'en empêchait. C'était tout ce qui restait d'elle, son regard à travers l'objectif, ses photos. Il a secoué la tête. Quelques jours après, je suis retourné dans les bois. J'ai posé l'appareil sur la pierre, au bord de l'étang. Je me suis dit que peut-être, un jour, quelqu'un le trouverait. Que peut-être, elle aurait droit à quelque chose. Un enterrement. Une sépulture. Vous aviez donc une conscience, a craché Jégou. J'ai vécu avec ça tous les jours. Chaque nuit, je la vois. Je la vois courir dans les bois. Je la vois me supplier. Jaouen a levé les yeux vers Jégou, le visage ravagé. Vous croyez que j'ai eu une vie heureuse? Vous croyez que j'ai été tranquille? Vous avez vécu, a répondu Jégou froidement. Elle, non. L'interrogatoire a duré encore 3 heures. Jaouen a tout raconté. Comment il avait enterré le corps sous le rocher en pleine nuit avec une pelle qu'il gardait dans sa camionnette. Comment il avait recouvert la terre de feuilles mortes, de branches, de mousse. Comment il était retourné chez lui, avait brûlé ses vêtements, lavé sa camionnette. Comment il avait pris 1 semaine de congé, incapable de travailler, paralysé par la culpabilité et la peur. Comment il avait déménagé quelques mois plus tard, espérant fuir le passé, et comment, chaque année, mi-novembre, il retournait là-bas, pour se souvenir, pour demander pardon à un fantôme qui ne répondrait jamais. À 3 heures du matin, Jégou est sorti de la salle d'interrogatoire, les jambes flageolantes. Solène Kervella l'attendait dans le couloir. Elle a vu son visage et elle a compris. Il a avoué « Oui, tout ». Kervella a fermé les yeux, submergé par un mélange de soulagement et de tristesse. « Enfin, enfin », a répété Jégou. Le lendemain matin, la nouvelle a éclaté dans les médias. Affaire Léa Morvan, arrestation et aveu après 31 ans.
Les chaînes de télévision ont envoyé des équipes à Pleumeur, à Monteneuf, à Rennes. Les journaux ont ressorti les vieilles photos de Léa, son sourire lumineux, son appareil autour du cou. On a interrogé Mathilde Prigent, qui a pleuré devant les caméras. Elle était mon amie, ma sœur. Et maintenant, enfin, on sait. On peut lui dire au revoir. À Pleumeur, les voisins de Patrick Jaouin étaient sous le choc. « Je n'y crois pas », répétait Madame Leroux, qui habitait en face. Patrick était quelqu'un de bien, discret, gentil, jamais un problème. Son mari secouait la tête, incrédule. On ne sait jamais vraiment qui sont les gens. Martine Jaouin, l'épouse, s'est effondrée. Interrogée par les gendarmes, elle a juré qu'elle ne savait rien, absolument rien. Patrick ne parlait jamais de son passé. Il disait juste qu'il avait vécu seul longtemps avant de me rencontrer, qu'il voulait oublier cette période. Je pensais qu'il avait eu une enfance difficile, pas qu'il avait fait ça. Elle a pleuré pendant des heures. Ses enfants, adultes maintenant, refusaient de parler à la presse. Ils étaient eux aussi victimes, d'une certaine manière. Victimes d'un mensonge qui avait duré toute leur vie. Le corps de Léa Morvan a été officiellement identifié par analyse ADN le 20 août 2023. Les restes ont été remis à sa famille, ou plutôt à ce qu'il en restait. Anne et Michel étaient morts depuis longtemps. Mais il y avait encore des cousins, des oncles, des tantes, et surtout, il y avait Mathilde. Le 2 septembre 2023, une cérémonie funéraire a été organisée à l'église Saint-Pierre de Pleucadeuc, le village natal de Léa. Des centaines de personnes sont venues, d'anciens camarades de classe, des professeurs, des voisins, des gens qui ne l'avaient jamais connue, mais qui voulaient lui rendre hommage. Mathilde a lu un texte qu'elle avait écrit la veille, la voix tremblante. Léa aimait les petits matins d'automne, quand la brume se lève sur les champs. Elle aimait les chansons de Jean-Jacques Goldman, les films de Claude Sautet, les crêpes au sucre de sa mère. Elle aimait photographier les choses simples. Un chat endormi au soleil, une fleur sauvage au bord du chemin, un sourire. Elle voyait la beauté là où personne ne regardait. Et maintenant, enfin, elle peut reposer en paix. Léa, tu nous as manqué chaque jour pendant 31 ans. Et tu nous manqueras encore. Mais au moins, maintenant, on sait. On sait où tu es. On peut venir te parler, te dire qu'on ne t'a jamais oublié. Le cercueil blanc a été descendu dans la terre du cimetière sous un ciel gris et pluvieux, typiquement breton. Les gens pleuraient en silence. Même Erwan Djegou, pourtant endurci par des décennies de métier, a essuyé une larme discrète. Le procès de Patrick Jaouin s'est ouvert le 15 janvier 2024 devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, à Rennes. Les jurés, tirés au sort, écoutaient avec attention. Jaouin, vêtu d'un costume sombre, les mains menottées, regardait le sol. Il n'a pas nié les faits. Son avocate, Maître Rosen Lecor, a plaidé l'acte impulsif, le moment de folie, les remords sincères. Mon client a vécu un enfer pendant 31 ans. Il a payé chaque jour de sa vie. Le procureur, Maître Loïc Kemener, a rétorqué avec force. Patrick Jaouin n'a pas payé. Il a vécu, il a fondé une famille, il a prospéré. Pendant ce temps, Léa Morvan pourrissait sous un rocher. Ses parents sont morts sans savoir. Ses amis ont pleuré pendant des décennies. Non, monsieur Jaouin n'a pas payé. Mathilde Prigent a témoigné, les larmes aux yeux. Léa était lumière. Elle apportait de la joie partout où elle passait. Patrick Jaouin lui a volé sa vie. Il nous a volé notre ami. Il a volé à ses parents la possibilité de l'enterrer. Il mérite de passer le reste de sa vie en prison. Les débats ont duré 5 jours. Le jury s'est retiré pour délibérer le 22 janvier. 4 heures plus tard, le verdict est tombé. Patrick Jaouin a été reconnu coupable de meurtre avec préméditation. La préméditation étant constituée par le fait d'avoir conduit Léa de force dans les bois, sachant qu'il risquait de lui faire du mal. Il a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle, sans possibilité de libération conditionnelle avant 20 ans. Quand la sentence a été prononcée, Jaouin n'a pas réagi. Il est resté immobile, la tête baissée.
Mathilde, dans la salle, a éclaté en sanglots. Pas de joie. Juste du soulagement. Juste la certitude que justice avait été rendue. Erwan Jégou, assis au fond de la salle, a fermé les yeux un instant. 31 ans. 3 décennies de travail, de recherche, d'espoir, de désespoir. Et maintenant, enfin, c'était fini. Léa Morvan pouvait reposer en paix. Ses proches pouvaient commencer à panser leurs blessures. Après le procès, Jégou est retourné une dernière fois dans les bois de Monteneuf. Il a marché jusqu'à l'endroit où le corps avait été retrouvé. Une petite plaque commémorative avait été installée là, fixée au rocher, à la mémoire de Léa Morvan, 1973-1992. Tu ne seras jamais oublié. Jégou a posé une main sur la pierre froide. On l'a eue, petite, a-t-il murmuré. On l'a eue. Le vent soufflait doucement dans les branches. Les feuilles mortes tourbillonnaient sur le sol. Et Jégou est resté là, longtemps, perdu dans ses pensées, dans ses souvenirs, dans cette victoire amère qui avait mis une vie entière à se concrétiser. Pensez-vous que la justice, même tardive, apporte vraiment la paix aux familles des victimes? Dites-le moi en commentaire. Les mois qui ont suivi le procès ont laissé une empreinte profonde sur tous ceux qui avaient été touchés, de près ou de loin, par l'affaire Léa Morvan. La Bretagne, cette terre de légendes et de secrets, semblait avoir enfin libéré l'un de ses plus lourds fardeaux. Mais la justice, même rendue, ne répare jamais complètement ce qui a été brisé. Elle offre une forme de clôture, certes, mais le vide reste, le manque demeure. Mathilde Prigent a repris son travail de professeur à Nantes, mais quelque chose en elle avait changé. Ses élèves remarquaient qu'elle était plus silencieuse, plus contemplative. Parfois, en plein cours, elle s'arrêtait devant la fenêtre et regardait le ciel gris au-dessus de la Loire. Elle pensait à Léa, à cette jeune fille qui aurait eu 51 ans aujourd'hui, qui aurait peut-être eu des enfants, une carrière, des voyages, des amours, tout ce qui lui avait été volé par un homme qui n'avait pas supporté un refus. « Les gens me demandent si je me sens mieux maintenant qu'on sait », a confié Mathilde lors d'une interview à Ouest France en mars 2024. La vérité, c'est que oui et non. Oui, parce qu'on a enfin des réponses. On sait ce qui s'est passé. On sait où elle est. On peut aller se recueillir sur sa tombe. Mais non, parce que ça ne la ramène pas. Ça ne change rien au fait qu'elle est partie, qu'elle n'a jamais eu la chance de vivre sa vie. Elle a marqué une pause, les yeux rougis. Mais je suis reconnaissante envers le commandant Jégou, envers le capitaine Kervella, envers tous ceux qui n'ont jamais abandonné. Parce que Léa méritait qu'on se batte pour elle. Elle méritait la vérité. Erwan Jégou, lui, a définitivement pris sa retraite après le procès. À 69 ans, il avait consacré la majeure partie de sa vie à la gendarmerie, à la recherche de la vérité, à la défense des victimes. L'affaire Léa Morvan était devenue son obsession, son moteur, son fardeau. Et maintenant que c'était terminé, il ressentait un vide étrange, un mélange de satisfaction et de mélancolie. Il a quitté son appartement de Vannes pour s'installer dans une petite maison en pierre près de Carnac, face à la mer. Chaque matin, il se levait à l'aube, enfilait son ciré et marchait le long de la plage déserte. Le bruit des vagues, le cri des mouettes, le vent salé sur son visage. C'était apaisant, nécessaire. Après tant d'années plongées dans l'horreur humaine, il avait besoin de cette simplicité, de cette pureté. Mais il pensait encore à Léa, tous les jours. Il avait accroché dans son bureau une photo d'elle, celle qui avait été diffusée sur les affiches en 1992. Son sourire timide, ses yeux pleins de vie. « Et je lui ai promis qu'on trouverait », murmurait-il parfois en regardant la photo, et on a trouvé. Solène Kervella a été promue commandante en avril 2024. À 43 ans, elle était devenue une référence dans l'utilisation des nouvelles technologies pour résoudre les cold cases. L'affaire Léa Morvan avait démontré l'importance de l'intelligence artificielle, de la reconnaissance faciale améliorée, de la persévérance.
Elle donnait désormais des conférences dans les écoles de gendarmerie, formait les jeunes enquêteurs. Ne jamais abandonner, répétait-elle. Même quand tout semble perdu, même après 30 ans, il y a toujours une piste, toujours un indice qui attend d'être découvert. Elle avait aussi ouvert un dossier spécial, toutes les disparitions non résolues en Bretagne depuis les années 80. Des dizaines de cas, des dizaines de familles qui attendaient encore. Léa Morvan n'est pas un cas isolé, expliquait-elle aux journalistes. Il y a d'autres Léa, d'autres familles qui méritent des réponses. Et maintenant qu'on sait que c'est possible, qu'on peut résoudre des affaires vieilles de plusieurs décennies, on a le devoir d'essayer. En juin 2024, grâce aux mêmes techniques utilisées pour Léa, Kervella a résolu une autre disparition, celle de Thomas Bellec, un lycéen disparu en 1998 près de Quimper. Le corps a été retrouvé, le coupable identifié, arrêté, jugé. Une nouvelle victoire, un nouveau pas vers la justice. Patrick Jaouen, quant à lui, purge sa peine à la maison centrale de Rennes. Il partage une cellule de 9 mètres carrés avec un autre détenu condamné pour violence conjugale. Les journées sont longues, monotones, rythmées par les repas, les promenades, les ateliers. Jaouen travaille à la bibliothèque de la prison. Il range des livres, répare des reliures. Il ne parle presque à personne. Les autres détenus savent ce qu'il a fait. Certains le méprisent, d'autres l'ignorent. Il reçoit parfois des lettres, des insultes principalement, des menaces, des gens qui lui souhaitent de souffrir autant que Léa a souffert. Il les lit sans émotion, puis les jette. Sa femme Martine a demandé le divorce en mars 2024. Ses enfants ont changé de nom. Ils ne veulent plus rien avoir à faire avec lui. Il est seul, complètement seul. Un psychiatre le suit régulièrement. Lors d'une session, en juillet 2024, Jaouen a confié « Je pense à elle tous les jours. Je revois son visage, ses yeux suppliants, j'entends ses cris. Je voudrais pouvoir revenir en arrière, changer ce qui s'est passé, mais je ne peux pas. » Il a baissé la tête. « Alors je purge ma peine, je vis avec ce que j'ai fait, c'est ma punition, et elle ne suffira jamais. » Le psychiatre a noté. Culpabilité profonde. Conscience du mal causé. Mais absence totale d'empathie au moment des faits. Un cas classique de passage à l'acte impulsif chez un individu socialement intégré, mais émotionnellement immature. En octobre 2024, une association a été créée en mémoire de Léa Morvan. Léa's Light, lumière sur les disparitions non résolues. L'objectif, sensibiliser le public, soutenir les familles de disparus, financer des recherches avec les nouvelles technologies. Mathilde Prigent en est la présidente. Léa aimait la lumière, a-t-elle expliqué lors de la conférence de presse inaugurale. Elle la capturait avec son appareil photo, elle la cherchait partout. Aujourd'hui, on veut faire briller cette lumière sur tous ceux qui sont encore dans l'ombre, tous ceux qu'on attend encore. L'association a rapidement pris de l'ampleur. Des bénévoles se sont mobilisés, des dons ont afflué. En quelques mois, 3 nouveaux cold cases ont été rouverts grâce aux fonds collectés. Des analyses ADN ont été financées. Des photos anciennes ont été numérisées et améliorées. La technologie qui avait permis de résoudre l'affaire Léa Morvan devenait un outil au service de toutes les victimes oubliées. Le 14 novembre 2024, 32 ans jour pour jour après la disparition de Léa, une cérémonie commémorative a été organisée au bord de l'étang de Monteneuf. Des dizaines de personnes étaient présentes. Mathilde, bien sûr, mais aussi Erwan Djegou, Solène Kervella, d'anciens camarades de classe de Léa, des membres de l'association, des journalistes, des anonymes venus rendre hommage. Une stèle en granit breton avait été érigée à l'endroit exact où l'appareil photo avait été retrouvé. On y avait gravé une phrase simple, choisie par Mathilde. Léa Morvan, 1973-1992. Elle capturait la beauté du monde. Ne l'oublions jamais. Des bougies ont été allumées, des fleurs ont été déposées. Mathilde a pris la parole, la voix tremblante mais ferme. Léa, si tu nous entends, sache que tu n'as jamais été seule.
que des dizaines, des centaines de personnes ont pensé à toi pendant toutes ces années, que des enquêteurs ont passé des nuits blanches à chercher la vérité, que ta mère et ton père, même s'ils ne sont plus là, t'ont cherché jusqu'à leur dernier souffle. Elle a marqué une pause, les larmes coulant librement sur ses joues. Et maintenant, tu es ici, avec nous, dans nos cœurs, pour toujours. Le vent d'automne soufflait dans les arbres, faisant danser les flammes des bougies. Le ciel était gris, lourd de nuages, exactement comme 32 ans plus tôt. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent, une forme de paix, de résolution. Le mystère avait été percé, le coupable avait été puni. Léa avait enfin une sépulture digne. Jégou s'est approché de la stèle, a posé une main sur le granit froid. Il a fermé les yeux, a respiré profondément l'air humide de la forêt bretonne. « Merci », a-t-il murmuré. « Merci à qui? À Léa? À la justice? À lui-même pour ne jamais avoir abandonné ?» Il ne savait pas vraiment, mais ces mots lui semblaient nécessaires. Après la cérémonie, Mathilde et Jégou ont marché ensemble le long de l'étang. Ils ne parlaient pas beaucoup. Ils n'avaient pas besoin de mots. Ils partageaient quelque chose de rare, une victoire contre l'oubli, une victoire contre le temps. « Vous savez ce qui me frappe le plus dans cette histoire ?» a fini par dire Mathilde. « C'est que Léa a laissé un indice, cette photo. Sans elle, on n'aurait jamais su. Patrick Jaouen aurait emporté son secret dans la tombe. » Elle a souri tristement. C'est comme si elle nous avait tendu la main depuis l'au-delà, comme si elle nous disait « Cherchez-moi. Ne m'oubliez pas. » Jégou a hoché la tête. C'est exactement ça. Cette photo, c'était son dernier cri, son dernier appel. Et on l'a entendu, 30 ans après, mais on l'a entendu. Ils ont continué à marcher en silence, leurs pas crissant sur les feuilles mortes. Au loin, les lumières du village de Monteneuf commençaient à s'allumer. La nuit tombait doucement sur la Bretagne, une nuit d'automne, froide et humide, pareille à celle de 1992. Mais cette fois, Léa Morvan n'était plus seule dans le noir. Elle était avec ceux qui l'avaient aimée, avec ceux qui ne l'avaient jamais oubliée. L'affaire Léa Morvan a marqué un tournant dans la manière dont la France traite les cold cases. Elle a démontré que même après des décennies, même quand tout semble perdu, la technologie et la persévérance peuvent faire ressurgir la vérité. Depuis, des dizaines d'affaires similaires ont été rouvertes à travers le pays. Des familles qui n'espéraient plus ont retrouvé des réponses. Des coupables, qui se croyaient intouchables, ont été arrêtés. La justice, lente mais implacable, a fini par rattraper ceux qui pensaient avoir échappé à leur passé. En 2025, le ministère de l'Intérieur a annoncé la création d'une cellule nationale spécialisée dans la résolution des disparitions anciennes, baptisée Cellule Léa Morvan. En hommage à la jeune femme, elle regroupe des enquêteurs, des scientifiques, des informaticiens, des psychologues. Leur mission, ne jamais abandonner. Utiliser tous les outils disponibles, ADN, reconnaissance faciale, base de données, intelligence artificielle, pour donner des réponses aux familles qui attendent encore. Solène Kervella a été nommée à la tête de cette cellule. C'est un honneur immense, a-t-elle déclaré lors de la conférence de presse, mais c'est surtout une responsabilité. On porte l'espoir de centaines de familles, on leur doit la vérité, on leur doit justice, et on fera tout, absolument tout, pour la leur apporter. Erwan Jégou, invité à la cérémonie d'inauguration de la cellule à Paris, a reçu une médaille d'honneur pour l'ensemble de sa carrière et son travail acharné sur l'affaire Léa Morvan. Il a serré la main du ministre, a posé pour les photographes, a écouté les discours. Mais au fond de lui, il pensait à une chose, cette petite plaque au bord de l'étang de Monteneuf, ce morceau de granit qui portait le nom de Léa. C'était là, dans ce lieu silencieux et oublié, que tout avait commencé. Et c'était là que tout avait vraiment pris fin. Le soir même, de retour dans sa maison près de Carnac, Jégou a ouvert un vieux carton poussiéreux rangé dans son garage. À l'intérieur, des dizaines de dossiers, d'autres affaires non résolues qu'il avait accumulées au fil des ans.
D'autres Léa Morvan qui attendaient qu'on les retrouve. Il a sorti l'un des dossiers, l'a ouvert, a commencé à lire, parce qu'un enquêteur ne prend jamais vraiment sa retraite. Pas tant qu'il reste des questions sans réponse. La Bretagne, cette terre de brume et de mystère, continue de garder ses secrets. Mais désormais, elle sait aussi qu'il y a des hommes et des femmes qui ne baisseront jamais les bras, qui fouilleront les forêts, interrogeront les témoins, analyseront les indices, jusqu'à ce que la lumière perce enfin l'obscurité, jusqu'à ce que justice soit rendue. Et quelque part, dans un cimetière de Pleucadoc, sous une simple pierre tombale en granit breton, Léa Morvan repose enfin en paix. Son nom est gravé dans la pierre, son visage souriant demeure dans la mémoire de ceux qui l'ont aimée. Et son histoire, cette histoire terrible et poignante, restera à jamais un rappel que le temps ne guérit pas toutes les blessures, mais que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, vaut toujours la peine d'être cherchée. Parce qu'une vie humaine, même disparue depuis 30 ans, mérite qu'on se batte pour elle. Parce qu'une famille qui pleure mérite des réponses. Parce que la justice, même tardive, a un sens. Et parce que les monstres, même cachés derrière des masques de respectabilité, finissent toujours par être démasqués. L'affaire Léa Morvan est close. Mais son héritage continue. Chaque nouveau cold case résolu, chaque famille qui retrouve un peu de paix, chaque coupable qui paye enfin pour ses crimes. C'est la victoire de Léa. C'est sa lumière qui continue de briller 33 ans après sa mort, éclairant le chemin pour tous ceux qui sont encore perdus dans le noir. Et cette lumière ne s'éteindra jamais. Croyez-vous que les nouvelles technologies changeront définitivement la manière dont on résout les crimes anciens? Ou pensez-vous qu'il restera toujours des mystères impossibles à élucider? Dites-le moi en commentaire.